Bienvenue à ce deuxième podcast, ça dit quoi Toulouse? Nous recevons aujourd'hui Marion Lalande de l'Aubadère. Bonjour Marion. Bonjour Johnny. Alors tu es première adjointe dans l'équipe de Jean-Luc Baudinck, en charge de l'éducation et de la coordination des politiques pour bien grandir. Il y a quelques jours, c'était la rentrée, alors l'année 2025 était un bon cru. Bonne rentrée, sportive comme toutes les rentrées. Bon, il faut être sur le pont parce que le jour J, il faut que ça fonctionne. Cela dit, c'est quand même toute l'année qu'on travaille et toute l'année, on travaille pour accueillir dans de très bonnes conditions les petits Toulousains, les petites Toulousaines. D'accord, alors moi, en tant que maire de quartier, comme tous les maires de quartier, nous avons fait le premier jour de rentrée et voilà, j'ai eu l'occasion de rencontrer ces enfants qui découvraient à Ampalo cette nouvelle école, l'école Marie-Marvin. Une école magnifique que tu as construite. Je crois que tu n'as pas construit que cette école. Est-ce que tu peux nous parler de tous tes projets de nouvelles écoles pendant tout le mandat? Oui, alors je l'ai pas construite, hein, on l'a construite en équipe. Non, plus sérieusement, effectivement, on pense des projets d'école, et on a construit sur le mandat de 38, enfin, on a fait 38 extensions rénovations. On a construit 40 écoles neuves sur les 2 mandats depuis 2014, donc à peu près 20 par mandat. C'est exceptionnel pour Toulouse, on n'a jamais fait ça. Plus d'un demi-milliard, 340 millions de budget sur ce mandat, plus d'un demi-milliard d'euros sur les 2 mandats, rien que pour les écoles. Donc c'est vraiment un investissement sans précédent qu'a souhaité Jean-Luc Baudinck et il a fait de l'éducation une priorité. Ça se traduit très concrètement dans les investissements pour faire les écoles de demain et construire des écoles de demain qui soient pensées non seulement pour les enfants, mais pour tous les adultes qui y travaillent aussi, et ce pour les 50, 60, 100 années à venir. D'autant qu'on ne rénove pas que ces écoles, on rénove aussi tout ce qu'il y a autour des écoles. Je pense notamment à la grande rue Saint-Michel, ce qui m'a valu, et quand j'étais présent le premier jour de la rentrée, quelques remarques de quelques parents d'élèves qui ont vu l'entreprise travailler, parce qu'on leur demande de travailler, d'avancer, de tenir les délais. Et bon, ça fait des petits couacs au moment de l'entrée des enfants en classe et à la sortie des classes. Et heureusement que j'étais là pour essayer de résoudre un peu les problèmes. Ça n'arrive jamais, ça, il n'y a jamais de problème. Non, très peu. Marion, il y a aussi un projet qui était fort au niveau des écoles, c'était les cours Oasis. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors les cours Oasis, comme son nom ne l'indique pas, non, plaisanterie mise à part, les cours Oasis sont des îlots de fraîcheur. C'est-à-dire qu'on a, un espace où on débitume, débitume, dégoudronne, déminéralise, on dit comme on veut, c'est-à-dire en gros, on remet de la pleine terre pour pouvoir à la fois drainer les eaux de pluie, mais aussi pouvoir planter et faire cet effet îlot de fraîcheur, c'est-à-dire que la chaleur sur du béton, elle s'accumule toute la journée quand il fait chaud et la nuit, elle restitue la chaleur dans les bâtiments environnants, donc dans les écoles. Là, l'idée, c'est de remettre beaucoup de pleine terre, donc à l'intérieur de l'école, pour que on n'ait pas cet effet d'accumulation de chaleur. L'autre bienfait, c'est bien sûr de végétaliser beaucoup plus. Donc, on a planté là sur les 120 cours Oasis qu'on a depuis 2014, on a planté plus de 400 arbres, largement plus, des milliers de végétaux, bien entendu. Mais c'est pas que ça, c'est pas que de la végétalisation, c'est pas que des îlots de fraîcheur, c'est aussi une préservation des arbres existants, puisque les racines piétinées par des centaines d'enfants, c'est quand même pas génial. Donc c'est aussi l'idée de protéger les pieds d'arbres pour garder les magnifiques spécimens qu'on a dans les cours. Et c'est aussi de créer des espaces différenciés, c'est-à-dire une zone calme, un coin calme, parce que les enfants n'ont pas tous envie de jouer au foot ou de jouer dans des jeux, etc. Donc des coins calmes, des zones ludiques, donc où on met des parcours d'agilité, des parcours de motricité pour les enfants en bois, des rondins qui tournent, des cochons pendus, etc. Même en élémentaire, ce qui ne se faisait pas, il n'y avait jamais de jeux dans les écoles élémentaires. C'est important parce que les enfants ont besoin de se dépenser à tous les âges. Et puis des coins de biodiversité. Et puis les zones actives, parce que bien entendu, on garde aussi, on n'est pas des idéologues, et donc on veut absolument garder aussi les espaces où les enfants peuvent, en dur, jouer au ballon, faire du vélo, de la trottinette, etc., etc. Donc il y a vraiment des espaces différenciés, ce qui fait que chacun trouve sa place. Et je crois qu'il y a un autre avantage aussi à ces fameuses cours Oasis. Je me souviens qu'on avait inauguré la cour Oasis de l'école Ricardi et j'avais appris qu'en fait, il y avait une nouvelle appropriation de l'espace entre les filles et les garçons. Je pense que tu peux nous en parler un petit peu. Oui, c'est l'idée. Alors, c'est vrai que dans ton secteur, tu as beaucoup de cours Oasis, mais il y en a sur toute la ville. Et la démarche, c'est, comme je l'expliquais, pas seulement de végétaliser, mais aussi une réappropriation des espaces. Qu'est-ce que montrent les études? Les études montrent que globalement, dans les cours classiques, c'est-à-dire du bitume simple et puis généralement le terrain de sport en plein milieu de la cour, les garçons s'approprient l'espace, les filles sont rejetées sur les côtés
on les laisse aller éventuellement dans des recoins. Bon, voilà. Et il n'y a pas de partage des espaces. Avec ces cours Oasis, il y a vraiment une bonne mutualisation des espaces. Les enfants sont dans la coopération, ce qui n'est pas forcément le cas, et pas dans la confrontation, dans les jeux de coopération. Chacun trouve sa place au moment de la journée où il a des besoins ou des envies à tel moment de la journée. Et donc, les retours qu'on a des écoles, c'est qu'ils nous disent il y a moins de violence, il y a plus de coopération, il y a une meilleure concentration des enfants. Ils sont dans la motricité et ils se dépensent, et c'est important parce qu'il y a aussi tout le travail qui est amené de la lutte contre l'obésité, de l'importance du sport, de bouger son corps. Donc en fait, on en a tous les bénéfices. J'ai même un kiné qui intervenait auprès d'enfants, qui m'a dit, mais en fait, au lieu de sortir l'enfant qui a ses soins sur le temps scolaire et qui doit aller en taxi, rejoindre le kiné, etc., le kiné a dit, mais en fait, maintenant, avec vos cours Oasis et les aménagements qu'on a fait, il a tout sur place. Donc en fait, la rééducation de l'enfant, il va pouvoir la faire dans la cour. Donc vous voyez, tu vois, ces cours Oasis, c'est vraiment pensé pour tous les temps de l'enfant et tous les besoins de l'enfant à différents moments de la journée. D'accord, on tend vers cette cour idéale. Marion, bon, mais ton rôle, ce n'est pas uniquement la gestion des bâtiments, rénover ou construire des bâtiments, c'est aussi d'autres sujets beaucoup plus larges. On entend souvent parler des sorties culturelles, des sorties extrascolaires. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, dans vos conseils d'école, souvent, les enseignants vont dire, ben voilà, ma classe, la classe bleue va aller au muséum, la classe girafe va aller au Quai des Savoirs, etc. Et les parents savent peu que finalement, c'est la mairie qui organise tout ça. Et donc, à Toulouse, on a fait le choix politique fort, hein, c'est Jean-Luc Moudin qui a souhaité renforcer l'offre éducative et culturelle dans les écoles sur le temps scolaire. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les temps périscolaires, donc avant et après la classe et la pause méridienne, où on a une offre éducative, culturelle, sportive, mais aussi sur le temps scolaire. Ça veut dire que les enfants, gratuitement pour les familles, alors c'est la collectivité qui le prend en charge, c'est jamais gratuit, mais dans l'absolu, mais enfin la collectivité a fait le choix d'investir dans la culture. Donc les enfants peuvent aller par exemple sur le temps scolaire au muséum, au Quai des Savoirs, à l'Envol des Pionniers, au Quai des Petits, à la Cité de l'Espace, etc. avec le bus qui est pris en charge aussi. Ça veut dire qu'on ne demande pas aux familles de participer. Ça, c'est important. De la même manière, on organise aussi des activités sportives où on propose, par exemple, du canoë, on propose du tir à l'arc, on propose de l'escalade, enfin des sports qui sortent un peu de l'ordinaire. Et ça aussi, c'est pris en charge par la mairie pour qu'il n'y ait pas de discrimination entre les enfants et que tout le monde puisse accéder à toutes ces activités extrêmement riches. Tu sais que pour certains enfants, par exemple dans Ballot, c'est leur seule sortie en dehors de leur quartier. Et oui, c'est très important. Oui. Dans les conseils de classe, on nous parle souvent des PEPS. Voilà, un petit terme un peu barbare. Est-ce que tu peux m'expliquer? Parce que même moi, je ne comprends pas trop souvent. Alors, le PEPS, comme son nom l'indique, le PEPS, c'est un parcours éducatif périscolaire et scolaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mairie, là encore, va proposer une offre éducative variée qui va aller sur des thématiques du développement durable, les thématiques scientifiques. Je suis très attachée à ce qu'on développe les sciences, par exemple, à l'école, et notamment sur les temps périscolaires, mais aussi scolaires, et notamment autour des femmes. Donc, on a tout un parcours sur les femmes dans les sciences. C'est très important. Et donc, ces parcours éducatifs périscolaires et scolaires, ils sont là pour proposer aux écoles et pour proposer aux CLAE. Donc là, c'est le CLAE, c'est le temps donc ce que je disais, du matin, midi et soir, après l'école et avant l'école, pour proposer une offre éducative de qualité. Et donc, les différents CLAE peuvent s'en emparer s'ils le souhaitent. On a plus de 120 PEPS qui sont proposés là en ce moment sur les écoles de la ville et les CLAE de la ville. Et donc, c'est toutes les thématiques qui sont abordées. Et puis, on peut même proposer au CLAE. Chaque année, on dit au CLAE, voilà, vous pouvez avoir des idées, vous aussi, de PEPS, de projets. Et nous, on va venir les financer. Faites un projet, nous, on vient vous le financer. Et s'il est pertinent, que ça fonctionne, ensuite, on le rentre dans le catalogue des PEPS pour les autres l'année suivante. C'est ce qu'on appelle les classes vertes, non? Alors ça, c'est encore autre chose. Les PEPS, par exemple, les classes vertes. Alors, je reviens sur les PEPS pour donner un exemple quand même concret. Je vais te parler des classes vertes, mais on a fait un PEPS sur le harcèlement, de la lutte contre le harcèlement, par exemple. Au début, c'était un PEPS qu'on a lancé sur quelques CLAE pour l'expérimenter. Ça a bien fonctionné. Là, maintenant, il est rentré dans le catalogue. Donc, c'est pour dire que ça part aussi du terrain. Ça marche dans les deux sens. Je reviens sur tes classes vertes, sur les classes vertes. Alors, on les appelle classes de découverte, mais c'est la même logique, c'est la même idée. Qu'est-ce que c'est? C'est de dire, voilà, les enfants, tu parlais des quartiers d'Ampalo, mais c'est vrai de toute la ville. Certains partent en vacances, d'autres pas. Et l'idée, c'est que la collectivité, en plus, aussi leur offrir cette ouverture, pas seulement culturelle, mais aussi sur le monde et un environnement différent. Et on a la chance à Toulouse, c'était un choix de Jean-Luc Moudin aussi, de conserver ce qu'on appelait les colos, donc les bâtiments concrètement qu'on a dans les Pyrénées. On a 4 sites dans les Pyrénées. Et donc, on propose clé en main aux écoles de s'inscrire dans ces classes de découverte, de partir avec leur classe pendant une semaine dans nos sites, au Luz, Urviel, etc., où on a des animateurs sur place. Donc vraiment, tout est accompagné et ça permet aux enfants, à des prix évidemment
extrêmement modestes qui ne sont pas du tout pratiquées par d'autres opérateurs, bien entendu, de pouvoir partir. L'objectif, c'est que chaque enfant dans sa scolarité puisse partir au moins une fois. Et c'est le cas parce que il y a ces classes vertes, mais on a aussi ce qu'on a mis en place l'année dernière, c'est-à-dire les classes libres, parce que des enseignants m'avaient dit, parfois c'est une semaine, on n'a pas forcément un projet sur une semaine, et puis parfois on a d'autres projets aussi, des sorties vélo sur 3-4 jours, enfin peu importe. Et donc ils disaient, voilà, comment est-ce qu'on pourrait faire? Ça coûte trop cher si on l'organise seul. Et donc j'ai dit, OK, on va faire ça, on va créer les classes libres. Portez-nous vos projets, dites-nous ce que vous voulez faire et nous, on vous cofinance cette sortie-là. Et donc, ça permet de faire partir encore plus d'élèves. Et bien sûr, il y a aussi dans les accueils de loisirs, là, c'est pendant les vacances, tous les mini-séjours. Donc, vraiment, les enfants à Toulouse ont la possibilité de découvrir un ailleurs. On connaît tous l'intérêt des enfants pour l'environnement. Et d'ailleurs, je me permets de raconter une petite anecdote. J'avais reçu au tout début du mandat un courrier de quatre enfants d'une rue où ils me demandaient la plantation d'arbres dans leur rue et quel était l'intérêt d'avoir ces arbres, pourquoi il fallait ces arbres. Cette lettre, je l'ai gardée, je l'ai encadrée et je l'ai mise sur mon mur, dans mon bureau. Et ça a été le fil conducteur de tout mon mandat. Ne pas oublier les enfants, de solliciter les enfants, intégrer les enfants dans nos concertations. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs avec toi et tes équipes. C'est ce qu'on appelle la ville à hauteur d'enfant. J'ai fait ça pour la Grande Rue Saint-Michel, qui est un projet fort ambitieux de réaménagement, de végétalisation. On a pris les enfants des écoles privées, d'écoles publiques, et on les a intégrés. On a vu avec eux, on a pu évoquer avec eux l'histoire du quartier. On a pu réaliser des visites de chantier. Et on leur a demandé d'imaginer leur ville de demain. Ça a donné lieu à une exposition qu'on a mise au Castellet. Les parents ont pu voir, voilà, quel était leur engagement, l'engagement de leurs enfants. Et voilà, je pense qu'il ne faut pas oublier les enfants dans tous nos projets. C'est ce que nous avons fait avec tes services et avec tes recommandations. J'étais fier de participer à ce projet. C'est vrai que la ville à hauteur d'enfant, c'est essentiel. Tu donnais l'exemple de la Grande Rue Saint-Michel, mais en fait, il faut penser la ville à hauteur d'enfant dans dans l'expérimentation de la rue Saint-Michel. Il y a eu aussi des panneaux. Moi, je me souviens d'avoir visité les panneaux faits par les enfants, pensés par les enfants, avec des artistes, avec des spécialistes. Mais cette question de la signalétique à hauteur d'enfant, c'est très important. Et puis, si je te donne un autre exemple, par exemple, dans nos écoles neuves, c'est la même chose. Extérieurement, on peut se dire, oh là là, c'est grand, c'est bon. Mais en fait, à l'intérieur, c'est penser à l'échelle de l'enfant. Et c'est important, notamment en maternelle, parce qu'en maternelle, on est petit, on arrive à 3 ans dans une école, un environnement qui change complètement. Donc, il faut que ce soit pensé pour les enfants. Je pense par exemple à la réhabilitation de l'école à Jolimont qu'on a faite en maternelle, là, extension réhabilitation totale. Et l'architecte parce que c'est notre demande de penser à la hauteur de l'enfant, a fait des fenêtres réellement en maternelle à hauteur de l'enfant, sous les porte-manteaux. C'est-à-dire que habituellement, les grands couloirs, tu as des porte-manteaux, des casiers, bon, c'est un couloir. Et puis les fenêtres sont à hauteur d'adultes. Nous, quand on marche, on les voit, mais les enfants, ils voient des manteaux. Et là, il a mis concrètement des fenêtres horizontales à hauteur des enfants, ce qui fait que quand ils marchent, ils ont vu sur la cour Oasis, lesquelles cours Oasis sont travaillées avec les enfants, parce que quand on en parlait tout à l'heure, ce que j'ai oublié de dire quand même, c'est que la concertation, les enfants, ils dessinent aussi leur cours idéal. Alors évidemment, ils veulent des cabanes dans les arbres et des rivières. Bon, ça, c'est pas toujours faisable, il y a quand même 2-3 contraintes techniques, mais l'idée, c'est quand même de partir de leurs besoins, de leurs envies, d'écouter ce qu'il y a à faire et de leur expliquer, parce que les enfants, quel que soit l'âge, sont intelligents, ils peuvent entendre la complexité en réalité des choses, et donc c'est vraiment de les intégrer dans la réflexion systématiquement. Voilà, il faut repenser les espaces et repenser les usages. Bon, alors, à t'entendre, à nous entendre, on pourrait croire qu'on est dans un monde parfait. Ben oui. Pourtant, on a droit à quelques polémiques, et notamment de la part de l'opposition, et pour ne pas les citer, la France insoumise. Il y a un sujet qui a fait polémique à un moment donné, c'était la cantine et les repas. Est-ce que tu peux nous Alors, en parler? oui, sur la cantine, il y a plusieurs niveaux de polémique. Il y a ou de questionnement. Il y a le questionnement légitime de l'incompréhension de parents qui ne comprennent pas comment ça marche, etc. Et puis, il y a la polémique, petite politique, petite tambouille politicienne pour essayer de se faire valoir. Celle-là n'a pas grand intérêt et ne repose sur rien. Concrètement, la cantine, les remontrances qui peuvent revenir, parfois, ça peut être la quantité et la qualité, pour faire simple. Et parfois le prix. Donc, quantité, tout ça, c'est normé, c'est réglementé, on n'a pas le choix. Donc, je n'y reviens pas. Il n'y a pas de baisse de quantité. C'est pas un sujet. C'est pareil dans toutes les villes de France. La qualité, on y travaille en permanence. Je n'y reviens pas. Il y a tout un travail qui est fait à ce sujet. Le prix, c'est à Toulouse, le repas avec le clay inclus, c'est important. Le premier tarif est à 1 euro. 1 euro, cantine et clay. Cantine et clay. Donc, c'est-à-dire que le repas en tant que tel est à moins de 1 euro.
Donc ça, c'est le premier élément qu'il faut avoir à l'esprit. Donc ça reste accessible pour tout. Et après, c'est des tarifs qui sont des tarifs sociaux et solidaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont progressifs, qu'on a créé une grille de revenus des familles qui va progressivement et les tarifs remontent progressivement pour éviter l'effet de seuil aussi parce que entre 1500 et 1800 euros, ben, si on prend le gap du revenu de la famille n'est pas énorme. Par contre, si on a un gap de 1,50 € sur le repas, ça change beaucoup. Donc, on a été très vigilant à ça. Et puis surtout, les plus précaires, les plus fragiles, ceux-là ont une gratuité. Alors, ils ne payent pas. Concrètement, la famille ne paye pas. C'est ça qui est important. Alors, c'est pas une gratuité, c'est une exonération. Pourquoi? Parce que la CAF interdit les gratuités, tout simplement. Et que dans le temps de cantine, il y a aussi ce que j'expliquais, le temps périscolaire. Et que là, les gratuités sont interdites. Donc, en fait, on a mis en place une exonération avec un accompagnement social des familles, de ces familles les plus précaires. Donc, en fait, à Toulouse, ça n'est jamais arrivé. On y est vigilant. Et puis, on en aurait entendu parler évidemment par la France Insoumise notamment, ou les écologistes, s'il y avait eu des enfants qui avaient été exclus de la cantine pour des problèmes de revenus. Ça n'est évidemment pas le cas. Tous les enfants toulousains qui souhaitent manger à la cantine doivent pouvoir manger à la cantine. On s'y attache et d'ailleurs c'est le cas. Donc vraiment, il n'y a pas de... C'est une fausse polémique en fait. Ok. Une autre polémique, surtout dans les conseils de classe, c'était les fameuses pénalités de retard au CLAE. Est-ce que tu peux aussi nous expliquer ces fameuses pénalités? Alors, c'est pas dans les conseils de classe, si je peux me permettre, qu'il y a eu la polémique, en fait, hein, parce qu'il y a eu des interrogations d'explications, ça c'est tout à fait normal, mais c'est essentiellement la France Insoumise qui a cherché à buzzer et à exister sur ce sujet, Toujours. qui est en fait, comme toujours, oui, mais qui est en fait un mauvais calcul de leur part, parce qu'en réalité, cette pénalité, elle est plébiscitée. Elle est plébiscitée par les parents qui trouvent injuste que finalement, ce soit toujours un peu les mêmes familles qui sont en retard et qui pénalisent l'ensemble du collectif, plébiscitée par les CLAE parce que c'était les premiers concernés à être obligés de rester le soir quand ça finit à 18h30, bah l'heure c'est l'heure. Hein. Quand tu vas faire des courses ou faire n'importe quoi, si le magasin il est fermé, il est fermé. Alors, non pas que l'éducation est une marchandise, c'est pas ce que je suis en train de dire. Pour autant, donc comparaison n'est pas raison, mais à 18h30, quand c'est fini, c'est fini. Si les parents ne sont pas là parce qu'il y a eu un empêchement, et ça arrive, ils sont pas comptabilisés. C'est-à-dire que tu as eu un bouchon sur la route, tu as eu un retard professionnel, tu as eu un problème, ça arrive, mais généralement les gens appellent, préviennent le CLAE. Voilà, ça c'est la vie. C'est pas ces familles-là qui sont concernées. La pénalité, c'est pour les familles qui, de manière récurrente et régulière, sont en retard. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis d'abord 6 mois de pédagogie, donc c'était l'année dernière, hein, de septembre à janvier, en gros, on a fait de la pédagogie, on a expliqué aux gens en disant attention, voilà comment ça va se passer. Par contre, à part si vous récidivez, que vous êtes récalcitrant, malgré les réunions qu'il peut avoir, les concertations, enfin les explications sur le terrain, parce que c'est le terrain qui nous fait remonter, hein, c'est pas nous qui décidons. Le terrain, les CLAE, nous font remonter les familles qu'ils estiment comme ayant un comportement problématique par rapport à ces retards. Et donc, à partir de janvier, on a commencé à facturer les familles régulièrement en retard, et c'est des retards importants. Et au final, on est passé d'à peu près 8000 retards l'année précédente, entre 6000 et 8000 retards par an, on est passé à 60 facturations. Donc, le résultat, c'est que ça fonctionne. Donc, on va évidemment pas arrêter quelque chose qui fonctionne et qui, par ailleurs, est plébiscité. Donc, c'est une polémique qui n'a absolument aucun intérêt. Par contre, alors là, pour le coup, je suis sûr que c'est les parents qui peuvent des fois s'inquiéter. Ils s'inquiètent du nombre d'élèves par classe. Est-ce qu'on est, nous, collectivité, municipalité, est-ce qu'on est responsable de ce nombre d'élèves par classe? Oui, c'est un vrai sujet, c'est un sujet très important sur lequel Jean-Luc Moudenc se bat depuis longtemps pour obtenir plus de moyens pour l'éducation nationale. Ça n'est pas une compétence de la mairie, c'est-à-dire le nombre d'élèves par classe, le nombre de classes dans une école, donc le nombre d'enseignants et les remplacements des enseignants, c'est l'éducation nationale. La mairie n'est pas en charge de ça. C'est pas moi qui décide si dans une classe, il doit y avoir 23, 24, 25, 28 élèves ou 12. C'est pas la mairie qui décide. La mairie, nous, on travaille avec l'éducation nationale. Par contre, on est des gens sérieux et responsables. Et donc, on a un travail régulier avec l'éducation nationale pour dire quels sont nos besoins, nos estimations pour la rentrée, le nombre d'élèves, etc., pour pouvoir demander le nombre de classes. Donc, par contre, tout le travail de partenariat que l'on fait et le dialogue que l'on a avec eux permet d'obtenir des ouvertures de classes. Ça a été le cas l'année dernière pour cette rentrée. On a encore prochainement des réunions qui vont permettre des nouvelles ouvertures de classes. Ça, c'est notre travail. Donc, d'essayer de peser et de faire en sorte de les obtenir. Mais l'éducation nationale ne met les postes que sont les moyens que leur donne le ministère. Et là, c'est le maire qui travaille et qui alerte le ministère régulièrement sur le manque d'enseignants, le manque de moyens à Toulouse, très concrètement, pour faire baisser le nombre d'élèves par classe, c'est important, et assurer les remplacements, parce qu'il y a aussi un très, très gros problème. En tout cas, l'année dernière, c'était très net de remplacement. Donc là, nous nous battons pour ça. Mais on se bat
intelligemment. On n'est pas là à vociférer et à expliquer à la terre entière, il n'y a qu'à faucon. On est à la fois dans le dialogue parce qu'il faut être pragmatique et qu'il faut obtenir des choses et qu'on arrive à les obtenir par le dialogue et en même temps continuer à se battre pour avoir plus de moyens. Et le manque alors, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, tu vas nous l'expliquer. AESH, Oui. incompréhensible. Oui, alors les AESH, c'est les adultes qui accompagnent les élèves qui sont en situation de handicap. Là aussi, sur le temps scolaire, quand un enfant est reconnu par la maison départementale du handicap, il a ce qu'on appelle une notification et l'éducation nationale met en face des adultes qui vont venir, selon le handicap de l'enfant, accompagner un ou plusieurs enfants sur le temps scolaire. Et effectivement, il y a un manque de ces adultes accompagnants, donc de ces AESH, sur le temps scolaire qui est très important et donc les écoles nous font remonter leurs besoins. Donc là, on n'a pas la main, on alerte simplement l'éducation nationale pour leur dire, et faire remonter les situations dont on a connaissance, mais c'est un vrai sujet sur lequel, là aussi, Jean-Luc Roudinck se bat. Et puis, on a un autre sujet depuis l'année dernière, il y a une loi qui est passée, qui s'appelle la loi Vial, peu importe, mais le nom de la loi, mais cette loi, elle dit quoi? Elle dit que désormais, depuis la rentrée dernière, normalement, sur le temps méridien, donc le temps qui appartient en gestion à la mairie, d'entre midi et deux, les AESH, c'est l'éducation nationale qui doit aussi mettre les AESH à disposition parce qu'il y a une continuité du temps finalement entre le matin et l'après-midi. Le problème, c'est que cette loi n'est pas appliquée. Donc ça veut dire que c'est la mairie, hors compétence, qui continue à payer des adultes, alors nous on les appelle les AVL, peu importe, des adultes de vie de loisirs, mais qui accompagnent les enfants en situation de handicap sur la pause méridienne alors que ça ne devrait plus être nous. Donc là aussi, on a alerté l'État et on envoie la facture à l'État parce que la dernière c'était 1,8 million quand même, donc c'est 1 million d'euros, enfin presque 2 millions d'euros, pardon, qui sont destinés à ces enfants qu'il faut accompagner. C'est essentiel de les accompagner. Donc c'est un choix, nous, justement, de ne pas laisser tomber les enfants et de ne pas laisser tomber les familles. Mais en même temps, on le fait en lieu et place de l'État. Donc c'est quand même compliqué. L'État doit assumer ses responsabilités, mais ça n'est pas simple et on n'est pas dans l'IACA Faucon. On entend nos oppositions qui expliquent qu'il y a qu'à, que c'est simple, qu'on n'a qu'à. Bon, si c'était simple, ce serait déjà réglé. Évidemment, la vie est forcément un petit peu plus complexe et nuancée que ça. Donc là aussi, on est au travail en responsabilité et pas en vocifération. Alors, il y a un dernier sujet que je voudrais traiter avec toi, un sujet qui nous préoccupe, nous, maires de quartier, c'est la sécurité des enfants. Alors, nous, on travaille beaucoup sur la sécurité à l'extérieur. On a notamment fait avec tes services, créer ces nouveaux concepts de rues, des rues écoles, où les enfants peuvent venir au moment de l'ouverture de l'école et à la fermeture de l'école, venir à l'école en toute tranquillité, sans avoir cette dangerosité des voitures. Donc, on a mis ça en place et ça a été reçu par les parents et par les adultes de manière très positive. On a aussi changé le marquage aux abords des écoles avec des marquages au sol, des couleurs qui permettent de visualiser ces entrées d'école. Et on a mis en place avec toi ces fameux agents de traversée. Mais toi, à l'intérieur des écoles, concrètement, qu'est-ce que tu apportes de plus Oui. en matière de sécurité? Alors effectivement, il y a la sécurité aux abords, hein. Tu as évoqué les rues scolaires, il y a aussi les centres piétonnes, concrètement des rues piétonnes en fait, hein. C'est-à-dire qu'on construit l'école sur une rue qui d'entrée est piétonne. Donc ça, c'est important aussi. On a des parvis extrêmement généreux. Donc il y a beaucoup de modalités pour sécuriser les abords. À l'intérieur de l'école, là aussi, il y a plusieurs modalités. Il y a protéger les personnes qui sont dans l'école, donc les enfants et les adultes. Là, on a mis en place ce qu'on appelle les PPMS, hein, les alarmes PPMS, donc les plans particuliers de mise en sûreté. Concrètement, de quoi est-ce qu'on parle? Ce sont des petits bips que les enseignants ont autour du cou ou dans la classe, relayés à des balises et relayés à la police pour que s'il y a une alerte d'intrusion, par exemple, les enfants, selon les entraînements qu'ils auront eus et selon l'alarme qui va sonner, vont se cacher ou au contraire s'enfuir. Et de la même manière, la police peut prévenir du coup l'école, qu'il se passe quelque chose aux abords de l'école, ou etc. Et donc pouvoir faire en sorte que l'école et les enfants agissent comme ils doivent. Et puis la police peut avoir aussi une écoute passive de ce qui se passe dans l'école en cas d'intrusion notamment. Ça, c'est un premier niveau. Ça, il n'y a pas de discussion malgré ce que racontaient les filles. Toutes les écoles et tous les parents l'attendaient de pied ferme. Toutes les écoles en sont dotées. C'est fondamental pour la sécurité des enfants. Donc là-dessus, il n'y a pas de discussion à avoir de mon point de vue, ou alors c'est qu'on est contre la sécurité des enfants. Moi, je ne vois pas bien en quoi il y a lieu de faire une polémique là-dessus. Ça me paraît même complètement surréaliste. Il y a aussi la sécurité du bâtiment. C'est-à-dire qu'on a des intrusions, malheureusement, dans les écoles, le week-end, les vacances, voilà, et les écoles sont abîmées, peuvent être parfois brûlées, c'est arrivé. Bon. Donc là aussi, il faut protéger le bâtiment. Et donc, on met les écoles sous alarme, sous télésurveillance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'elles sont toutes sous alarme, bien sûr. Et télésurveillance, ça veut dire que ça alerte, là aussi,
des services de sécurité s'il y a une intrusion dans l'école quand il n'y a personne dans l'école, pour pouvoir agir et éviter tout simplement quoi? Mais que l'école soit saccagée parce que pour des enfants qui arrivent le matin, à voir leur école saccagée, leurs cahiers, leur matériel, c'est très intime, hein, leur cahier de dessin, leur cahier de cours, les livres, etc. Et je parle même pas des adultes aussi, bien entendu. C'est extrêmement traumatisant. Donc, on doit aussi veiller à la sécurité des personnes et des personnels, mais aussi, bien entendu, du bâtiment. Donc là, c'est la télésurveillance et là aussi, c'est plébiscité. Donc, je ne vois pas le lieu de la polémique. Alors, on m'explique, LFI nous explique qu'on met des caméras dans les écoles, ils essayent de tout mélanger, de faire peur. Non. Par contre, on assume de mettre des caméras. Oui, il y a des caméras comme il y a dans toute la ville, aux abords de certaines écoles, hein. Il y a 213 écoles, il y a 111 caméras qui, en filmant la rue, peuvent aussi filmer l'entrée de l'école, mais c'est comment dire, un acteur en quelque sorte de sécurité supplémentaire parce que ça permet aussi d'identifier les personnes qui auront fait une intrusion et de pouvoir les arrêter, de pouvoir faire des poursuites derrière. Donc en fait, la sécurité, c'est plusieurs choses. Et puis, il y a aussi l'audit de sécurité qu'on a fait, hein, c'est-à-dire qu'on a fait un audit sur toutes les écoles pour voir quelles étaient les fragilités en termes de bâtiments, pour pouvoir faire des rehausses de clôture, pour pouvoir faire de l'aménagement qui vient aussi renforcer. Donc, je crois que malheureusement, tomber dans ces débats-là, c'est un peu dommage parce qu'en réalité, on oppose des choses qui n'ont pas lieu d'être opposées. Nous, on assume de vouloir assurer la sécurité des enfants, des adultes et du bâti. Je crois que c'est absolument fondamental et vouloir polémiquer là-dessus, c'est vraiment au-delà de tout. Enfin, je ne comprends même pas cette polémique. Donc, en tout cas, on l'assume très clairement et on le revendique, ça c'est certain. Tu seras d'accord avec moi, c'est des critiques infondées, mais au-delà de ça, ça prouve leur méconnaissance des dossiers. Oui. En réalité, le fond du problème, il est là, c'est qu'à vouloir toujours buzzer, à vouloir toujours exister, de dire qu'on met des caméras, mais pendant ce temps, on met pas des brasseurs d'air dans les écoles, ce qui est faux, hein. Bien sûr, toutes les classes, sont équipées de brasseurs d'air au plafond pour rafraîchir, l'école. On y met d'ailleurs des climatiseurs aussi s'il faut, hein. Là aussi, polémique qui n'a pas de sens, hein. Je suis désolée, quand il faut rafraîchir des pièces dans les écoles pour pouvoir ramener les enfants dans des lieux, où ils vont être, regroupés pour être confortables, bah, s'il faut climatiser parce qu'on ne peut pas mettre de géothermie ou autre, on assume de le faire. Il faut être pragmatique, il faut avoir du bon sens, il faut avoir une vision et il faut connaître effectivement les sujets. Donc être dans la polémique pour exister et dans le yakafokon permanent, si on gérait une ville comme ça se saurait. Voilà, je trouve que tout ça est un peu, loin du débat qu'on devrait avoir sur le fond des dossiers. En tout cas, Marion, tu nous auras prouvé aujourd'hui que toi, tu connais tous tes dossiers. Tu nous auras prouvé surtout que tu es une femme passionnée, une élue passionnée. Et je voulais te remercier aussi parce que pendant ce mandat, on a été amenés à travailler ensemble et j'ai eu plaisir à travailler avec toi. Bah, écoute, de même, on a eu quelques petits combats, pour des terrains notamment, voilà, on a eu, et c'est vrai que c'est très riche pour moi de pouvoir travailler, de m'appuyer sur les maires de quartier parce que vous êtes quand même, le maillon de proximité essentiel. Moi, je ne peux pas suivre dans le détail les 213 écoles et je m'appuie beaucoup sur vous. Vous êtes des relais, très importants auprès des directions d'école, auprès des directions de CLAE, auprès des parents, même si je les rencontre toutes les semaines. Donc c'est vrai que cette synergie nous permet de bien travailler ensemble. Donc, moi, j'ai eu plaisir aussi tout ce mandat à travailler à tes côtés. Merci.